Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Les inondations dictent leur loi à Dakar et c'est à un spectacle désolant que les populations ont eu droit ce jeudi. Routes endommagées, commerces et maisons envahis par les eaux. De nombreuses activités tournaient également au ralenti, nous dira Sedina Abagé, notre correspondant dans la capitale sénégalaise. Nous irons à Bamako, au Mali, où les autorités de la junte ont ordonné l'expulsion d'Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, une nouvelle brouille diplomatique qui suscite des réactions recueillies par Mohamed Danyoko. La ville de Marrakech vibre toujours au rythme de la 14e édition du sommet des affaires entre les États-Unis et l'Afrique. Table ronde et rencontres de haut niveau entre délégations américaines et africaines meublent les échanges, nous dira dans un instant Emmanuel Mouadji Dibaye qui se trouve sur place. Voilà pour les titres. Au Sénégal, Dakar, la capitale, a connu sa première pluie diluvienne avec 84 mm d'eau enregistrée en une seule matinée. Les routes et les populations en ont souffert gravement. À Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar, les habitants ont souvent les pieds dans l'eau pendant l'hivernage à cause d'une station de pompage juste à côté des maisons. De notre correspondant à Dakar, Sedina Abagé. Après la pluie, à Grand Yoff, pour se déplacer, il faut faire preuve de malice et être souple. Une souplesse qui permet aux habitants d'éviter les eaux stagnantes et les amas de boue formés dans les artères de l'une des communes les plus peuplées de Dakar. Une situation que vit très mal ce vendeur de café qui est obligé de plier bagages à chaque fois que la météo annonce des averses. Depuis 1999, je suis à Grand Yoff depuis 1999 et chaque année, c'est la même situation. Ils attendent après les pluies pour venir avec des caméras demander ce qui s'est gâté alors qu'ils savent très bien ce qui ne va pas. Nous en avons marre de cette situation. Avec ces pluies et les dégâts, impossible de travailler car nous n'arrivons même pas à sortir de nos maisons. Et il pointe du doigt la station de pompage des eaux de pluie installée au cœur de son quartier. Cette station de pompage et ce bassin nous font plus de mal que de bien, mais ils ne nous ont pas écoutés et voilà les dégâts. Un autre habitant du quartier ne cache pas sa colère. Il suffit que le ciel s'assombrisse pour que nous perdions notre sang-froid. Nous sommes à quelques mètres du bassin et l'eau est entrée quand même dans nos demeures. Regarde ce que ce monsieur est en train de faire. Cela prouve que ce bassin nous cause énormément de problèmes. Pour barrer la route à ces eaux, les habitants usent des moyens du bord. Sincèrement, nous n'attendons rien de personne. Le président sait très bien comment les Sénégalais vivent durant l'hivernage. Donc, s'il veut le régler, il sait par où passer. Et la suspicion s'installe surtout que le gouvernement a annoncé avoir mis beaucoup d'argent pour régler le problème ou alléger les souffrances des populations. Moi, je me demande où est passé tout cet argent dont on parle, car c'est près de 800 milliards quand même. Est-ce qu'ils n'ont pas détourné une partie du budget pour ensuite venir faire semblant en creusant des trous par-ci, par-là? Pour l'hivernage cette année, l'Agence nationale de la météo a annoncé une pluviométrie très importante qui a déjà commencé à faire des dégâts avec plusieurs familles et maisons inondées. Et l'image la plus marquante reste l'affaissement de la chaussée de l'autoroute au niveau du pont de l'Émergence. Des équipes sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour remettre en l'état cet axe qui est l'un des symboles du plan Sénégal émergent. Sedina Abagé pour VOA Afrique, Dakar. Dans le même registre au Niger, les fortes pluies qui tombent depuis le mois de juin ont fait 15 morts et plus de 23 000 sinistrés selon les autorités. Les régions les plus touchées sont celles de Zinder, Maradi et Difa.
Les services nigériens de la protection civile indiquent que la majorité des victimes sont soit mortes par noyade, soit suite à l'effondrement de leurs habitations. Les pluies ont détruit ou endommagé plus de 3000 maisons et provoqué l'effondrement de classes, de dispensaires, de greniers à céréales et de boutiques. En 2021, selon les autorités, les fortes pluies ont causé la mort d'au moins 70 personnes et fait plus de 200 000 sinistrés. Le Mali a ordonné hier l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, une nouvelle manifestation de la brouille diplomatique entre les autorités militaires maliennes et leurs partenaires internationaux. Bamako reproche à Olivier Salgado, de nationalité française, d'avoir posté sur Twitter des informations qualifiées d'inacceptables au lendemain de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens dans la capitale malienne la semaine dernière. Hier, le gouvernement malien a invité le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali à quitter le territoire dans un délai de 72 heures. Une actualité qui a bien sûr provoqué des réactions à Bamako. Mohamed Danyoko. Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, vient de faire les frais de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les autorités maliennes viennent de lui demander de quitter le territoire en 72 heures suite à son tweet qui indiquait que les autorités étaient informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens. Sur la mesure prise par les autorités, les avis sont partagés. Nous ne faisons que rester derrière nos autorités et ce que le ministre a dit, d'un côté, ça peut engager le ministre, mais je pense qu'il doit vraiment mettre bas la terre. Il doit mettre bas la terre avec vraiment la levée de l'embargo, avec le renouvellement de partenariat entre l'Occident et le Mali et la CEDEAO et le Mali. Donc je pense que le ministre des Affaires étrangères du Mali doit mettre bas la terre. Moi, je m'en tiens à l'acte de manipulation tendancieuse faisant croire que c'était la MINUSMA qui avait autorisé. Normalement, c'était la MINUSMA même de se débarrasser d'Olivier Salgado avant même que ce soit l'État malien. Mais vu que cette même MINUSMA tarde à faire cela, l'État a pris ses responsabilités. Depuis hier mercredi, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est en visite à Bamako. En tout cas, cette crise naissante entre le Mali et la MINUSMA et cette autre crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire seront certainement au centre de ces échanges avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Merci Mohamed. Tout à côté du Mali, en Guinée, des médiateurs ouest-africains, dont l'ex-président béninois Thomas Boni Yayi, ont rencontré mercredi le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, et des officiels pour discuter du retour au pouvoir des civils. Le colonel Doumbouya s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. La CEDEAO a rejeté ces délais lors d'une réunion à Accra le 3 juillet sans annoncer de nouvelles sanctions contre la Guinée, toujours suspendue des instances de l'organisation régionale. La délégation de la CEDEAO a également prévu une rencontre avec des diplomates de France, des États-Unis, d'Allemagne, du Japon et d'Italie. Pour développer cette actualité, retrouvons tout de suite via Skype Aïssatou Biro Diallo. Elle est chargée des relations extérieures du FNDC, le Front national de défense de la Constitution. Aïssatou Biro Diallo, bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs et à vos milliers de téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette mission de la CEDEAO en Guinée? Vous savez, la CEDEAO est dans son rôle de faire de sorte que la quiétude règne dans ces pays membres. Donc, notre souhait est que les autorités saisissent cette occasion pour le bien-être de la Guinée et des Guinéens. Alors, sur la durée de la transition, est-ce que 3 ans vous paraissent aussi trop longs et quel serait le calendrier idéal pour vous? La durée, nous l'avons plusieurs fois dit, avec la bonne foi
et la volonté politique, rien ne peut justifier les 3 ans, sinon que pour confisquer le pouvoir. En effet, il faut que les autorités en place comprennent la notion de la transition et qui est différente d'un mandat présidentiel. 3 ans, c'est trop, si ce n'est pas pour confisquer le pouvoir. Il est toujours interdit de manifester en Guinée alors que les manifestations ont été les armes de tous les opposants. Que pensez-vous de cette interdiction, justement? Je trouve que cette interdiction, c'est une violation des principes démocratiques, mais aussi une grave contradiction et violation de l'article 8 de la Charte de la transition écrite par le CNRD, que les autorités ont promis de respecter et de faire respecter. Vous savez, dans une démocratie, la seule voix du peuple et de la société civile pour se faire entendre, c'est par les marches pacifiques. Vous êtes souvent arrêté au FNDC à cause des manifestations. Est-ce que vous en prévoyez toujours? Oui, s'il le faut nécessairement, on le fera. Parce que on ne voit pas la clarité de la transition avec les membres du CNRD et le gouvernement. Donc notre seule voie de se faire entendre par la voix du peuple, c'est avec les marches pacifiques. Parce que dans le monde entier, vous savez que dans les pays démocratiques, pour que les autorités vous entendent, si vous essayez d'aller par les voies normales, négociations et tout, vous passez par ce qui est à votre droit et qui est la marche pacifique. Alors vous parlez de voix du peuple. Est-ce que la diaspora, dans tout ce processus, est-ce que sa voix est entendue? Pour le moment, non, je dirais que non. La voix du diaspora n'est pas entendue par les membres du CNRD. Je vais vous donner quelques exemples. Depuis qu'ils sont là, ça fait 10 mois, bientôt 1 an, on ne voit que 3-4 personnes du visage des membres du CNRD et que le peuple et la diaspora ont demandé à maintes reprises et que le peuple a demandé d'avoir un dialogue entre les voix vives et puis les politiques. Mais jusqu'à présent, ils ont joué le soumier. Ils refusent catégoriquement de dialoguer. Voilà. Sauf qu'ils ont eu quelques partis politiques qui sont alliés à eux. Donc. Aïssatou Biro Diallo, je vous remercie pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité à m'exprimer sur votre plateau. Merci beaucoup et bonne suite. Merci bien. Rendons-nous à présent à Marrakech, au Maroc, où se tient le sommet des affaires États-Unis-Afrique, organisé par le Corporate Council on Africa en partenariat avec Africa 50, plateforme africaine d'investissement dans le domaine des infrastructures. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier et les activités se poursuivent. Voyons tout cela avec notre correspondant sur place, Emmanuel Mouadji-Dibaye. La 14e édition du Sommet des affaires États-Unis-Afrique, placée sous le thème « Construisons l'avenir ensemble », se poursuit ici à Marrakech. Toutes les activités prévues à cet effet se passent dans de bonnes conditions. Des panels sur des thèmes tels que investir dans les femmes et les jeunes, construire des écosystèmes manufacturiers durables, des groupes de travail sur des opportunités d'investissement, une table ronde sur une nouvelle approche pour les zones industrielles durables. Ce sont là quelques activités qui ont déjà eu lieu. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, a eu de son côté plusieurs tête-à-tête avec ses homologues subsahariens sur des opportunités d'affaires en Afrique. C'était juste après la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de plusieurs autorités des pays africains, des délégations venues des États-Unis d'Amérique, des acteurs des secteurs publics et privés, mais aussi des partenaires financiers, dont le président de la Banque africaine de développement. Le coup d'envoi a été donné par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a rappelé que, pour se développer, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, mais plutôt d'un partenariat gagnant-gagnant.
Le ministre du Commerce et de l'Industrie marocain a, lui, rappelé l'importance de ce sommet pour l'Afrique. Nous travaillons jour après jour pour essayer de renforcer cette souveraineté africaine, cette souveraineté industrielle, cette souveraineté énergétique, cette souveraineté alimentaire, cette souveraineté sanitaire. Et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec les États-Unis, un partenaire important des autres pays du continent pour essayer de partager du savoir-faire, de partager de la technologie et de mettre en place des projets de développement structurants et inclusifs pour tous les Africains. L'importance de ce sommet est aussi perceptible à travers le message fort de la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, qui rassure quant à l'engagement de son pays dans ce partenariat pour le développement de l'Afrique. Je crois au potentiel des partenariats publics-privés, des partenariats qui allient l'expérience et l'expertise du secteur privé avec la mission du gouvernement afin d'agir pour le bien public, avec la confiance du public et avec la capacité d'action que les gouvernements peuvent donner de manière unique à toute entreprise. En travaillant ensemble, nous pouvons déclencher une croissance et des opportunités qui dépassent de loin ce que le secteur public et privé peut réaliser seul. Et comme tout le monde ici le sait, il y a tant de possibilités de croissance économique en Afrique et bien sûr aux États-Unis lorsque nous collaborons et coordonnons. L'Afrique est le continent qui connaît la croissance la plus rapide au monde. En 2030, le continent comptera 1,7 milliard d'habitants, soit un cinquième de la population mondiale. La sécurité alimentaire, la santé, l'agriculture, les technologies, les infrastructures et l'intégration des écosystèmes industriels sont des secteurs qui feront l'objet des travaux tout au long de ce sommet. Le Maroc est le tout premier pays nord-africain à abriter le sommet des affaires États-Unis-Afrique. Et c'est un choix qui n'est pas fortuit en cette période marquée par la relance économique après la crise sanitaire liée au Covid-19. Le Maroc est aussi le seul pays africain aujourd'hui à avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Emmanuel Mouadidibaye pour VOA Afrique, Marrakech. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Ici aux États-Unis, justement, le président Joe Biden, 79 ans, a été testé positif au Covid-19 ce jeudi. Il présente des symptômes très légers, a annoncé sa porte-parole, Karine Jean-Pierre. Le président américain n'a jamais été testé positif, a commencé à prendre du Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer, et va s'isoler à la Maison-Blanche jusqu'à ce qu'il soit à nouveau négatif, a-t-elle indiqué. Le président pleinement vacciné et qui a reçu 2 doses de rappel va continuer à assumer la totalité de ses fonctions pendant ce temps, selon le communiqué de la Maison-Blanche. Le président italien Sergio Mattarella a annoncé ce jeudi la dissolution du Sénat et de la Chambre des députés, ce qui provoque automatiquement la tenue d'élections anticipées probablement le 25 septembre. La situation politique a conduit à cette décision, a déclaré le président lors d'une allocution télévisée en référence à la démission du Premier ministre Mario Draghi après la défection jeudi de 3 partis de sa coalition lors d'un vote de confiance au Sénat. La seconde démission du Premier ministre italien a suscité de fortes craintes en Europe et mis en émoi les investisseurs qui redoutent une envolée du coût de la dette énorme de l'Italie. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8 de notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous
rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Le vaccin contre le paludisme est une véritable réussite historique. L'OMS Afrique a présenté les résultats de programmes pilotes de vaccination contre ces fléaux au Malawi, au Ghana et au Kenya. L'Organisation mondiale de la santé estime que le fait de mettre ces vaccins dans les bras du plus grand nombre d'enfants possible, le plus rapidement possible aussi, permettra d'enrayer cette maladie. À Brazzaville, l'OMS a aussi souligné l'augmentation de l'utilisation des vaccins contre le Covid sur le continent et de 2 cas confirmés de fièvre de Marburg au Ghana. Suivons Machizo Mweti, directrice du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, basé à Brazzaville. Les pays pilotes ont vacciné plus d'1 300 000 enfants depuis le début de la vaccination et ont signalé une baisse de 1/3, près de 30% des hospitalisations d'enfants atteints de paludisme grave. Ils ont également constaté, après 2 ans, dans les zones où les vaccins ont été pilotés, une réduction de près de 10% des décès d'enfants dans le groupe d'âge éligible au vaccin. Nous avons été encouragés de voir que la demande pour le vaccin était élevée, même dans le contexte du Covid-19. La première dose atteignant une couverture de 73% à plus de 90%. Médecins sans frontières a déployé une équipe d'experts dans un village de la région de Damagaram, dans le sud-est du Niger, où au moins 30 cas de malnutrition infantile sont enregistrés quotidiennement. L'équipe soigne également les personnes atteintes de paludisme et distribue des moustiquaires aux habitants du village de Magaria. Reportage Youssouf Abdoulaye, relaté par Mohamedou Oumfa. Dans cette ville de Magaria, située à 90 km de la ville nigérienne de Damagaram, les hôpitaux enregistrent une augmentation du nombre d'hospitalisations d'enfants. La plupart des enfants admis dans cet hôpital souffrent de malnutrition sévère, avec au moins 30 enfants admis chaque jour. Parmi ces enfants souffrant de malnutrition, il y a celui de Safaraou qui a besoin de soins urgents. Il a la diarrhée et souffre de quelques lésions dans la bouche. Les médecins ont dit qu'il souffrait de malnutrition et nous ont admis ici. Dans un autre hôpital, à Tinkim, un village situé à 15 km de la ville de Magaria, les autorités disent recevoir au moins 200 enfants chaque jour souffrant de certaines maladies liées à l'arrivée de la saison des pluies. Les maladies les plus courantes que nous voyons ici sont la diarrhée, les vomissements, le paludisme, les rhumes graves et légers et la malnutrition. Les médecins de MSF sont actuellement dans la région pour soigner des enfants souffrant de malnutrition et de paludisme. Ils distribuent également des moustiquaires imprégnés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Nous avons préparé au niveau de Magaria, c'est juste le renforcement du niveau des axes externes, donc de la communauté. Au fait, nous sommes plus focalisés au niveau de la communauté pour essayer un peu de rapprocher les soins au niveau de la communauté. Et puis dans l'objectif de réduire un peu les afflux de patients au niveau de notre unité pédiatrique, contrairement aux années passées. Selon MSF, le nombre d'enfants souffrant de paludisme et de malnutrition pourrait augmenter dans la région au cours des prochains mois, au fur et à mesure que les précipitations augmentent. À présent, direction l'Égypte. Dans son atelier d'un bazar du centre du Caire, la capitale, Ahmed Othman tisse des fils d'or à travers du tissu noir, créant des versets coraniques. Il continue une tradition familiale un siècle après que l'œuvre de son grand-père eut à orner la Kaaba de la grande mosquée de la Mecque. Claire Morin-Gibour. Depuis des générations, la famille Othman est spécialisée dans le tissage de versets coraniques
sur de grandes étoffes noires. Dieu soit loué, nous avons eu l'honneur de produire le Kiswa pour la Kaba pendant 3 années consécutives, 1924, 1925 et 1926. Et aujourd'hui, j'essaie de garder le métier tel que nous l'avons appris de notre arrière-grand-père. La renommée du travail de tissage de la famille Othman était connue dans toute l'Égypte, mais a également dépassé les frontières. Mon arrière-grand-père a cousu le costume brodé du roi d'Égypte. En même temps, il cousait aussi des écussons militaires pour l'armée égyptienne et la plupart des armées des pays arabes. À cette époque, les créations de la famille Othman étaient tellement précieuses qu'elles étaient envoyées par procession d'un cortège royal vers le lieu saint de la Mecque. Après que la fabrication du Kiswa a été transférée de l'Égypte à l'Arabie Saoudite, la famille Othman a commencé à fabriquer des répliques du Kiswa. Une réplique précise jusque dans les moindres détails. Certaines personnes demandent une réplique du Kiswa original, mais seulement si elles ont de la place pour cela. D'autres parties brodées du Kiswa sont à la disposition de tous, mesurant chacune 70 par 50 cm. La ceinture entourant le Kiswa mesure 200 par 70 ou 80 cm. Mais la taille de la partie originale qui couvre l'entrée de la Kaaba est de 6,3 mètres. Certaines personnes ont l'espace pour cela et peuvent l'acheter. Perpétuer l'histoire de leur métier est très important pour la famille Othman. Ces tissus brodés ont certes une valeur matérielle, mais qui restent sans commune mesure avec leur valeur spirituelle. Des fils d'or au Ballon d'Or, faisons le lien pour terminer avec le football. Les CAF Awards, la cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du Ballon rond de l'année, se tiennent en ce moment à Rabat au Maroc. Les distinctions concernent plusieurs catégories, mais la récompense ultime reste le meilleur joueur africain masculin de l'année. Pour ce prix de Ballon d'Or africain, le détenteur du titre, le Sénégalais Sadio Mané, est à Rabat. La nouvelle recrue du Bayern Munich fait face à son ancien coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, et son équipier en sélection, le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy. Bonne chance aux gagnants. Ainsi va le monde aujourd'hui. Fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Mbote ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique.